On va plonger ensemble dans une période de 60 ans complètement folle de l'histoire de France. Une époque de complots, de rébellions, de guerres, qui, et c'est ça qui est incroyable, a fini par donner naissance à l'un de ses rois les plus puissants. L'idée qui traverse toute cette période, c'est celle d'une apparence de paix. En surface, on pourrait croire que tout va bien, mais en réalité, cette paix est hyper fragile, toujours sur le point de se briser. Sous le vernis, les tensions politiques, religieuses, elles bouillonnent, prêtes à exploser à tout moment. C'est le calme avant la tempête, et parfois entre deux tempêtes. Alors, la grande question qu'on va se poser, c'est celle-ci. Comment est-ce possible qu'une telle instabilité, au lieu d'affaiblir la monarchie, l'ait au contraire rendue absolue? C'est ce paradoxe assez fascinant qu'on va explorer. Notre histoire commence avec un roi qui voulait la paix plus que toute autre chose, Henri IV. Il faut imaginer, la France sort de décennies de guerres de religion qui l'ont laissé à genoux. Sa mission, c'est de guérir un royaume qui est littéralement à l'agonie. Et pour ça, sa stratégie est aussi pragmatique que brillante. D'abord, sa conversion au catholicisme lui ouvre enfin les portes de Paris. Ensuite, il y a l'édit de Nantes. C'est un acte de tolérance juste révolutionnaire pour l'époque qui permet aux catholiques et aux protestants de vivre ensemble. Et enfin, avec son ministre Sully, il relance l'économie en se concentrant sur les bases, l'agriculture, les routes, bref, le concret. Et il y a cette fameuse phrase, qui résume absolument tout. Au-delà des grandes stratégies politiques, il se souciait vraiment que les gens puissent vivre mieux. La poule au pot, c'est devenu le symbole de ça, le retour à la prospérité, à une vie normale où on mange à sa faim. Mais voilà, tout ça c'était terriblement fragile. En 1610, c'est le drame. Henri IV est assassiné par un fanatique. Sa mort, c'est un choc terrible qui met fin net à cette période d'accalmie. Le royaume est de nouveau plongé dans l'incertitude et tout le travail de pacification risque de s'effondrer. Et c'est dans ce chaos qu'une nouvelle figure va s'imposer avec un style radicalement différent. Voici le cardinal de Richelieu. Si on veut une image, Henri IV, c'était le médecin qui voulait panser les plaies. Richelieu, lui, c'est le chirurgien prêt à couper dans le vif pour sauver l'État. Ce qui est fascinant, c'est ce changement de vision à 180 degrés. Henri IV voulait un royaume apaisé, Richelieu, lui, veut un État fort. Pour lui, la paix à l'intérieur, ça passe par l'élimination de tous ceux qui s'opposent au roi. Et la grandeur de la France à l'extérieur, ça passe par la démonstration de sa force. On oublie la conciliation, place à ce qu'on appelle la raison d'État, où l'intérêt du royaume passe avant tout le reste. Son ascension est fulgurante. Très vite, il devient l'homme fort du royaume. Il y a cet épisode incroyable, la journée des dupes, où il déjoue un complot de la propre mère du roi pour le faire virer. C'est un coup de poker politique génial qui assoit son pouvoir pour de bon. Mais l'action qui symbolise le mieux sa politique, c'est vraiment le siège de La Rochelle. La Rochelle, à l'époque, c'était une grande place forte protestante. Pour Richelieu, c'était comme un État dans l'État, qui en plus recevait de l'aide des Anglais. Pour lui, c'était tout simplement une menace intolérable à l'autorité du roi. Il a donc décidé de la soumettre, et ce, peu importe le prix à payer. Pour qu'on se rende bien compte, au début du siège, en 1627, La Rochelle, c'est une ville riche, fière, qui compte 28 000 habitants. Une ville qui représente un vrai défi au pouvoir central. Alors pour l'asphyxier et bloquer toute aide par la mer, Richelieu va ordonner un projet, mais titanesque. La construction d'une digue d'1,5 km pour fermer complètement le port. C'est une démonstration de volonté juste implacable. Et le résultat est terrible. Après plus d'1 an de siège, la ville affamée se rend. Sur les 28 000 habitants du début, il n'en reste que 5 500. Le message de Richelieu est d'une clarté glaciale. Aucune opposition au pouvoir du roi ne sera plus jamais tolérée. Après la mort de Richelieu, puis de Louis XIII, on pourrait croire que les choses vont se calmer. Eh bien, pas du tout. La France retombe dans le chaos. Le successeur de Richelieu, un autre cardinal, Mazarin, doit faire face à la plus grande révolte contre l'autorité royale que le pays ait jamais connue. La Fronde. Ce nom, la Fronde, il est presque un peu trompeur. Ça fait penser à un jeu d'enfant, mais il ne faut pas s'y fier. On parle bien d'une véritable guerre civile. C'est une période de confusion totale où les alliances se font et se défont sans arrêt. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on la divise en général en 2 grandes phases. D'abord, la fronde des juges, qu'on appelle les parlementaires, qui se révoltent contre les impôts de Mazarin. Et puis, la fronde des princes, où là, ce sont les plus grands nobles du royaume qui prennent les armes, mais souvent plus pour leurs propres ambitions que pour autre chose. Et au milieu de tout ce bazar, il y a un événement, une nuit, qui va marquer à vie le jeune roi Louis XIV. Une foule en colère force les portes du palais, entre dans sa chambre pour vérifier qu'il est bien là, dans son lit. Pour ce gamin de 12 ans, c'est une humiliation terrible qui va forger sa méfiance pour toujours envers Paris et la noblesse rebelle.
Finalement, et c'est là que l'histoire est vraiment ironique, cette grande révolte qui voulait affaiblir le pouvoir du roi va produire l'effet exactement inverse. C'est le chaos de la Fronde qui va, sans le vouloir, préparer le terrain pour l'absolutisme. La logique est implacable en fait. D'abord, après des années de guerre civile, le pays est juste épuisé, les gens n'en peuvent plus. Ensuite, la noblesse, en se battant pour ses propres intérêts, a perdu toute crédibilité. Du coup, l'idée qu'un roi fort est le seul rempart contre le chaos commence à s'imposer comme une évidence pour presque tout le monde. La conclusion de ces 60 années de troubles, elle est sans appel. Toutes les forces qui s'opposaient au pouvoir central, que ce soit les protestants, la haute noblesse, les juges, ont soit été écrasées, soit se sont discréditées toutes seules. Le terrain est parfaitement préparé pour l'arrivée de Louis XIV et sa fameuse phrase « L'État, c'est moi ». Alors on peut se poser la question pour finir, est-ce que l'absolutisme de Louis XIV c'était un projet politique pensé depuis le début, ou est-ce que c'était simplement la réponse logique, presque inévitable, à un demi-siècle de chaos ? C'est une leçon d'histoire assez fascinante sur le lien étrange entre le désordre et la soif d'autorité.